Bonjour Monsieur Plancardasac. Vincent, bonjour. À nouveau prêt au rendez-vous habituel. Nous allons commencer tout de suite l'entretien. Pouvez-vous revenir sur les événements récents qui se sont déroulés au Front National, à savoir entre autres l'éviction de Jean-Marie Le Pen? Il y a beaucoup à dire. Moi, je suis sidéré de voir, et notamment dans un journal comme Rivarol, la façon dont un certain nombre, non seulement de collaborateurs de ce journal, mais d'autres autour, les Karl Landre, les Jean-Claude Martinez, les Yvan Benedetti, les Vincent Renoir et compagnie, à plat ventre devant Le Pen. Alors, ou bien c'est par une haine sectaire idiote envers Marine Le Pen, ou bien ils n'ont rien compris. Parce qu'en fait, l'histoire du détail, ça implique beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Premièrement, ce n'est pas un détail. J'en ai parlé, d'ailleurs c'est ça qui est de curieux, c'est que Rivarol a passé mon communiqué, expliquant que justement c'est pas un détail. Malgré tout, il continue de façon absolument délirante. Et Bourbon va avoir des procès. Normalement, Marine Le Pen, vu les termes qu'il a utilisés contre elle, Rivarol va avoir des procès, il va se faire couler. Cette histoire de détail de l'histoire, c'est un mensonge. Ce n'est pas un détail, c'est le point central de la question. Et avec cette formulation, Le Pen l'a masqué. Ce qui importe de savoir, c'est comment ces gens dans les camps, qu'ils soient juifs ou autres, sont morts. Par maladie, avec le typhus, dont étaient victimes aussi les populations allemandes, du fait de la dénutrition, du fait du blocus auquel était soumis l'Allemagne, ou par gazage criminel. C'est ça que Le Pen occulte. Alors, motivation de Le Pen. J'ai écrit, il y a maintenant un peu plus d'un an et demi, un livre qui s'appelle L'histoire d'une trahison. C'est en fait le fruit de ce que j'ai vécu de l'intérieur au Front National, puisque non seulement j'étais membre du comité central, mais j'étais le représentant pour le Front National quand j'étais en Belgique, sous le nom du Cercle des Français résidant à l'étranger. Et incontestablement, il y a des aspects très troubles dans le parcours de Le Pen. L'histoire de son héritage Lambert, qui lui a mis le pied à l'étrier. Ceux qui sont curieux de voir, de comprendre la chose, toujours de commander le livre. Jusqu'à ses accointances avec un certain parrain, je crois qu'il s'appelait Monsieur Robert ou Monsieur Charles, de toute façon c'est dans le livre, dont il a fait le parrain de sa fille Marine. Un proxénète. Un proxénète. Et puis n'oubliez pas non plus ce que j'ai signalé, c'est dans mon livre aussi, l'histoire de la fameuse cuvée de champagne Veuve Poignée, réservée aux bars homo, gays et lesbiennes. Par exemple, Jérôme Bourbon a mon livre. Je lui ai encore rappelé dernièrement au téléphone qu'au lieu d'encenser Le Pen, il ferait bien de relire mon livre pour tout de même pas faire la publicité pour quelqu'un qui n'est pas recommandable. Alors pourquoi cet entêtement à vouloir uniquement parraine de Le Pen, de Marine Le Pen? C'est un peu misérable, c'est débile, c'est petit. Elle n'est pas parfaite, je ne vais pas la féliciter pour beaucoup de ses orientations et de son entourage. Mais quand on voit comment elle se fait attaquer par un Manuel Valls qui en arrive à dire que si le Front National gagnait en 2007, il faudrait interrompre le processus électoral. En 2017, oui. En 2017. Et qu'ensuite on entend Le Pen, le père, dire « je souhaite la défaite de ma fille en 2017 », c'est quoi? C'est Valls-Le Pen, même combat?
Et les gens de Rivarol ne comprennent pas ça. C'est pathétique. Alors, voilà, tout ça, ça me dérange. Et alors, dernièrement, j'ai eu l'occasion de relire. Ça m'a rappelé, d'ailleurs, je le savais, mais on oublie, malheureusement, on oublie toujours. Il y a tellement d'informations à retenir. J'ai relu dans Valeurs Actuelles, je crois que c'est dans le numéro du 26 mars, il faisait un rappel des bons rapports entre Le Pen et Nicolas Sarkozy. C'était après les élections de 2007, donc Sarkozy président de la République, accueillant Jean-Marie Le Pen à l'Élysée, lui donnant de Monsieur le Président par-ci, Monsieur le Président par-là, le présentant à ses collaborateurs. Vous connaissez Monsieur Le Pen, bien entendu, je ne vous présenterai pas le président du Front National, et je te donne du président, je te redonne du président, etc. Et une petite idée qui a germé dans ma cervelle, je me suis dit, mais cette histoire du détail, sortie bien opportunément, non seulement ça sert Valls dans sa stratégie haineuse de diabolisation du Front National, et Marine Le Pen, mais ça sert un autre larron, Sarkozy, en vue de son retour. Parce que dans la mesure où on arrive, enfin, où Le Pen, père, arrive à dégoûter un certain nombre d'électeurs du Front National, ça va les pousser à revenir à l'UMP ou faute de mieux. Puisque en principe, ils ne voteront pas Hollande. Donc voilà à quoi aura servi cette histoire de détail, à occulter la réalité du détail, ce que veut dire le détail. Je trouve ça très surprenant, très douteux. J'avais pris quelques notes de ça parce que je prépare aussi mon prochain éditorial pour le prochain numéro de La Politique. Et je voudrais rappeler aussi que M. Le Pen est tout de même un curieux personnage qui a tout de même construit sa fortune politique. D'abord grâce à l'extrême droite qu'il a dit un jour, pour se dédiaboliser, lui tout le premier, qu'il avait traîné cette extrême droite toute sa vie comme un boulet. Et puis se déclarant ensuite, toujours dans le même but de se dédiaboliser, donc c'était avant sa fille, c'était lui, c'était pas elle, se disant seul héritier du gaullisme, tout en se disant, pour faire plaisir aux lecteurs de Rivarol, pétainiste. Je voudrais qu'on m'explique, c'est pas mixible, ça va pas ensemble. Il y a un os, comme on dit, il se moque du monde. Et puis, sa politique changeante, selon les moments, selon ce qu'il croit être bon à un moment donné pour attirer tel électorat et gagner quelques voix en disant ceci ou en disant le contraire. Ses déclarations favorables à l'immigration. Rappelez-vous ces déclarations à l'Assemblée nationale en 1958, je crois que c'était en janvier, je ne me rappelle plus la date, 1958, disant à propos des Algériens, nous avons besoin de vous, vous êtes la jeunesse de la France. Donc il n'y a pas que De Gaulle qui est responsable dans l'histoire. Et puis son discours avant les présidentielles de 2007, sur la dalle d'Argenteuil, essayons de racoler l'immigration, les émigrés, tout ce black, blanc, beurre, etc., des enfants de la République, on a besoin de vous, etc., etc. Et dans le même temps, un peu plus tard, ou avant, parce que c'est un va-et-vient constamment entre pro-immigrationnisme et anti-immigrationnisme, de sa part, disant le contraire. Oui, vous en avez marre de cette racaille, je vais vous en débarrasser, moi. Voilà. Exactement. Voilà, c'est ça. Quel fond peut-on faire sur l'honnêteté intellectuelle politique de cet individu? Et, pour terminer sur le sujet, parce que ça commence à devenir un petit peu long sur ce sujet, mais c'est un sujet important, c'est pour ça que je m'y attarde. Les gens de Rivarol se sont acharnés à dire le crime répugnant de Marine Le Pen qui avait fait un parricide avec son père. Mais non, ce n'est pas un parricide.
Parce qu'au préalable, il y a eu l'infanticide voulu par Le Pen contre sa fille. Il y a eu d'abord infanticide. Je livre ça à l'attention de ceux qui nous écoutent ou les écouteront. Donc vous voyez la duplicité de la situation. Il ne faut jamais réagir à chaud. Réfléchir, se rappeler des différents contentieux, parce que c'est ça qui explique et qui éclaire un sujet donné. Voilà, suffit sur le sujet. Donc, autre sujet. Que faut-il savoir sur la tentative d'attentat déjouée par la police le 19 avril dernier? Oui, comment il s'appelait déjà ce malheureux qu'on nous a sorti Gamla, je sais pas quoi. Enfin bon, peu importe, je vois ce que vous voulez dire. Celui qui voulait faire sauter 2 églises à vide juif. Si le pouvoir ne se moque pas des catholiques avec ça, vraiment, bon. Alors, je veux bien, tout est toujours possible, mais enfin, là encore, comme pour Mera, comme pour l'affaire de Charlie Hebdo, du l'hypercacher, de 36 000 autres auparavant, moi, ce qui m'embête, ce sont les incohérences de la thèse. On nous dit que ce dangereux criminel musulman, mais qui l'a fait venir, tiens, au fait, qui l'a fait venir? Il est venu comment en France? Hein? Il a été accueilli, et par qui? Hein? Ce sont les différents gouvernements qui se sont succédés, qu'ils soient libéraux ou socialistes, qui ont fait venir des gens comme ça. Bon, alors on nous dit que il a assassiné la malheureuse joggeuse, là, Aurélie, je crois. C'était Aurélie. Danseuse, oui. Danseuse, mais qui faisait un jogging, je crois. Bon, peu importe. Un dimanche soir, je suis content. Je faisais un peu vieux. Mais c'est magnifique cette histoire-là si on s'en tient aux détails. Aux détails, excusez-moi du terme. C'est tout de même magnifique parce qu'on nous dit donc qu'il l'a tué, qu'il s'est blessé. Donc il y a son sang dans la voiture, qu'on l'a repéré à cause de cela, mais on nous dit dans le même temps que la voiture a été brûlée. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que des criminels, par exemple lors d'une attaque de banque ou autre, brûlent un véhicule qui leur a servi? Pour éliminer toute trace éventuelle d'empreintes, etc., etc. Sang, empreinte digitale ou autre. Bon. Alors, on nous dit qu'on a pu le repérer avec ça. Mais la voiture a brûlé. C'est tout de même, il y a une petite contradiction là. Et puis tout de même, tuer quelqu'un pour lui voler sa voiture, on n'est pas obligé de tuer pour ça. Un Renault Scénic, monsieur. Un Renault Scénic. Et puis alors, en plus de ça, dans sa propre voiture, on découvre des Kalachnikov. Et dans le même temps, il téléphone au SAMU pour se faire soigner de sa blessure. Et pourquoi ne va-t-il pas directement à la police pour se dénoncer? Bah oui. Quand même. Non. Non mais, ou bien les Valls et compagnie, Cazeneuve et tutti quanti, sont eux-mêmes des débiles, ou bien ce sont des tordus de première qui prennent les Français pour des débiles pour accepter leur bobard. De même que les musulmans, dont un certain nombre des leurs sont utilisés et liquidés pour les besoins de construction des pseudo-attentats fabriqués par le régime. Que voulez-vous que je vous réponde de plus? Que dire de Bernard Cazeneuve lorsqu'il encourage les délinquants étrangers occupant Calais à demander l'asile en France? Il trouve qu'il n'y a pas assez de criminalité. Non, mais c'est du délire. C'est du délire. En fait, ces gens-là veulent se servir de l'immigration pour nous submerger. Un point, c'est tout. C'est ça, leur obsession. Ils veulent faire disparaître toute la tradition de la France chrétienne, et la France sur le plan national, religieux et ethnique, sous l'immigration. Le vote obligatoire et compagnie. Ah non, bien entendu. Et la loi sur la répression. Parce que, oui, je reviens en fait sur l'histoire du jeune, là, Gamala, ou je ne sais pas quoi.
qui aurait tué la jeune danseuse Aurélie. C'est arrivé juste à point au moment des discussions sur la loi sur le renseignement. Bien sûr. C'est curieux. Et dans le même temps, on voyait Valls s'indigner du crime qu'aurait commis cet individu. Il disait, mais vous voyez, c'est pour ça qu'il faut absolument faire la loi sur le renseignement. Hein, hein, grand malin. Hein non, il faut être sérieux quand même. On va pas se moquer du monde. Alors que le bureau exécutif de l'UMP vient d'accepter le changement de nom en Les Républicains par le bureau politique à 50 voix contre une, Sarkozy semble rattrapé une nouvelle fois par les affaires. Donc aura-t-on la chance d'avoir Sarkozy en 2017? Pourquoi dites-vous la chance, cher ami? Le malheur, non, serait plus adapté. Oui, moi, ce qui m'intrigue, c'est que malgré tous les grelots attachés à Sarkozy, jusqu'à présent, il n'y a rien qui aboutit. On dirait qu'il est hyper protégé. Et pourtant, il y a des choses qui me semblent passablement bien instruites, plutôt, au point de vue poursuite. C'est pas normal. C'est là, rappelez-vous ce que j'ai écrit, ce que j'ai dévoilé des origines de Sarkozy, non seulement sur le plan par rapport à sa judéité, par sa mère, mais par le fait que c'est un personnage qui a été fabriqué par la CIA américaine. Or, son nom de républicain, ben c'est quoi? Ben c'est la transcription exacte du nom d'un des grands partis américains, les républicains, dominés par les néoconservateurs américains, c'est-à-dire les juifs américains. Voilà, vous avez la quadrature du cercle. C'est élémentaire, mon cher Watson. Êtes-vous surpris que le gouvernement qui a refusé de livrer les frégates à la Russie ait signé un accord avec le Qatar pour la vente de 24 Rafales? Le gouvernement humaniste de François Hollande ne trouve rien à redire sur cet accord avec un pays qui pratique l'esclavage. Est-ce surprenant? Bon, je suppose quand vous dites humanisme c'est de l'humour. Ouais, un petit peu. J'espère. Hein. Sinon, on ne s'entendrait pas. Eh bien, c'est tout à fait cohérent. Il est évident que là encore, c'est aux ordres des Américains. Donc on refuse de livrer les frégates, le Mistral, à la Russie, qui les a payées. Imaginez d'autres pays qui seraient tentés d'acheter du matériel en France, Moi, je dis pas. qui payent et qui ne voient pas arriver leur matériel. Franchement, je ne pense pas que ça fasse beaucoup de bien à l'industrie française, en tout cas de l'armement. Et alors, il est évident que dans la mesure où il fournit des armes au Qatar, le Qatar c'est quoi? De même que l'Arabie Saoudite et toutes ces pseudo-monarchies pétrolières du Golfe, ce sont des monarchies qui jouent, du fait de leur religion, sunnites, les alliés d'Israël et des États-Unis. Donc on voit très bien, d'une part, ils ne livrent pas les frégates à la Russie, qui est en quelques litiges avec l'Amérique sioniste, et d'un autre côté, ils livrent des Rafales à un pays allié des Américains et d'Israël. C'est une logique tout à fait cohérente. Bien sûr. Que dire de cette nouvelle démonstration de la préférence étrangère de la République, à savoir l'achat pour l'armée française de 1000 4x4 américains Ford Ranger? Ce ne sera pas la première fois. Déjà, je me rappelle du temps de Alliot-Marie, quand elle était ministre de la Défense. Elle avait acheté des véhicules américains aussi pour la police. Toujours la même chose, préférence étrangère. Et après, on va nous faire pleurer. Ils vont essayer de nous faire pleurer sur le chômage en France. Et grâce à qui? Le 30 avril dernier, lors d'un déplacement de François Hollande à Brest, 44 CRS de Saint-Brieuc sur 74 se sont fait porter malades. Le délégué syndical Alliance Police Nationale, selon lui, donc, cela n'avait rien à voir avec la visite du président. Pourtant, cela aurait déjà eu lieu dans près de 10 compagnies de CRS en France. Qu'est-ce qui explique ce ras-le-bol des CRS en ce moment? J'avoue que c'est un phénomène intéressant. Alors, il y a plusieurs aspects. Bon, d'abord, il faut savoir ce que veut dire CRS, Compagnie républicaine de sécurité. Ce ne sont pas des troupes, si j'ose dire, réputées pour leur tendance d'extrême droite. Quand même, c'est plutôt le contraire. Ce sont les mercenaires du système.
Alors pourquoi cette attitude? Je crois qu'ils en ont marre, parce qu'ils sont sollicités de plus en plus pour surveiller et ceci et cela, notamment les synagogues. Alors je ne dirais pas qu'ils sont antisémites, bien qu'il se pourrait qu'ils le deviennent. À la longue, ça arrive, c'est arrivé à beaucoup de gens, justement. Du fait des abus, c'est arrivé à beaucoup de gens dans l'histoire, jusqu'à aujourd'hui et dans le futur, probablement encore plus. Il est certain que pour faire plaisir à la communauté juive, Valls donne une préférence à la surveillance de tous les sites religieux communautaires juifs. Mais ça demande parce que les effectifs ne sont pas inépuisables. Ça demande évidemment des heures supplémentaires. Alors je ne sais pas comment ils sont rémunérés, mais aussi il y a quand même un problème physique. C'est curieux, c'est intéressant parce que si les troupes du régime vacillent, ça peut être un jour intéressant. À observer. J'irai pas plus loin pour l'instant. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce responsable des CRS disant mais non, ils l'ont fait parce qu'ils en avaient par-dessus la tête. Ras-le-bol, comme on dit. C'est comme, rappelez-vous, l'armée française qui était préposée à la surveillance, à la protection des synagogues et autres sites communautaires juifs. Apparemment, il y a eu tout de même des rouspétances en interne, puisque ça a été supprimé. Et donc, ils ont été remplacés par des CRS et d'autres troupes de police. Donc, ceci explique cela. C'est curieux, je dis, à observer avec intérêt. On verra la suite. Alors, qui de Laurent Fabius ou de Roger Kuckerman, président du CRIF, est le ministre des Affaires étrangères? Cher ami, si vous posez la question, c'est la réponse. Quand on voit à quoi sert Kuckerman qui convoque les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays européens, c'était les ambassadeurs. Les ambassadeurs qui commandent en Europe, quoi, c'est tout. Donc votre question est tout à fait judicieuse, mais elle comporte la réponse. On parle beaucoup en ce moment de la nouvelle réforme du collège. Pouvez-vous nous en parler? C'est une énième tentative d'abêtissement du jeune français. C'est le couper de toutes ses racines linguistiques et historiques, puisque le but avoué sur les langues, c'est supprimer donc les langues mortes, le latin et le grec qui sont les racines de notre langue, de notre culture. Et alors sur l'histoire, justement, c'est supprimer l'enseignement chronologique de l'histoire. Bon, déjà que l'histoire a été trafiquée par la réécriture de la réalité de l'histoire telle qu'elle s'est déroulée et de ses véritables motivations, si on ne donne que des coups de flash, c'est ce que je dénonce depuis des années justement, donner des coups de projecteur sur certaines périodes sans expliquer le pourquoi de ce qui s'est passé à telle période, l'élève moyen, s'il ne cherche pas par lui-même, il ne comprendra pas pourquoi les événements se sont produits. Et c'est ça qui est recherché. On cherche à fabriquer un peuple d'ignorants. Comme ça, il est livré à la propagande, de l'image. Ils ne sont plus que des éponges à images de ce qu'on leur dit au travers des petites lucarnes. Ça ne réfléchit plus. Ce ne sont plus que des organes d'absorption de la nouvelle brute qu'on leur envoie comme ça, sans qu'ils puissent arriver à distinguer le vrai du faux, par leur propre raisonnement. Des tubes digestifs. Tube digestif. Curieusement, Jeannette Bougrab, qu'on a beaucoup vu pendant l'affaire Charlie, s'est exilée en Finlande où elle a obtenu un poste à l'ambassade de France d'Helsinki. Oui, j'avoue que cette histoire Bougrab, je ne comprends pas très bien ce qu'il y a là derrière. Je voudrais en tout cas rappeler le suicide du commissaire de police que j'ai signalé dans la police, et je crois que je l'ai signalé lors d'entretiens et dans mes dernières conférences. C'est tout de même très curieux ce suicide, alors qu'il était en train d'enquêter sur l'affaire de Charlie Hebdo, dont l'affaire Bougrab. Qu'est-ce qu'il a découvert qui a fait que cet homme soit s'est réellement suicidé, mais sa famille le nie. En plus de ça, on a refusé à la famille le compte-rendu de l'autopsie.
C'est même curieux. Et en plus de ça, la police est venue chercher à son domicile son ordinateur et tous ses documents. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire disparaître? Et je repose pour la énième fois la question. Donc l'affaire Bougrab ramène à ce curieux suicide, et c'est curieux, à part moi et mes collaborateurs, plus personne n'en parle. Même pas Rivarol. Même pas Rivarol. On parle beaucoup de fichage à propos de Robert Ménard. Qu'en pensez-vous? Bon, Robert Ménard est un curieux personnage. J'hésite à dire un naïf, parce qu'après tout, l'affaire est sortie parce qu'il l'a claironné. Il a dit qu'il avait fiché les élèves des écoles, enfin les élèves musulmans des écoles de Béziers. Pourquoi a-t-il a-t-il voulu faire un scoop, qu'on parle de lui? Est-ce naïveté? En tout cas, il est évident que tout le monde politico-médiatique lui est tombé dessus, comment c'est ignoble, etc., etc. Ils oublient qu'au point de vue fichage, la République maçonnique est pas mal. L'affaire des fiches contre l'armée, c'était déjà pas mal, qui a permis d'éliminer quelques dizaines de milliers d'officiers français qui n'étaient pas jugés suffisamment sûrs pour la République. Et puis jusqu'à la libération et l'épuration, ça peut être mal non plus au point de vue fichage. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand on me parle de fichage, oui, mais on pourrait bien la boucler. Et puis, il est évident, quand les mairies socialistes ou libérales veulent donner des repas halal aux élèves de leur cantine, ils sont bien obligés de faire des fiches, une liste. Bien sûr. Sinon, comment savent-ils combien il y a de personnes? Quand même. Alors, si on ne veut pas faire de liste et de fichage, eh bien, on donne à tout le monde du porc. Il n'y a plus de problème. Ils finissent par se trahir. Alors, nous avons déjà évoqué le sujet, mais comme il ne fait que s'aggraver, il serait... Non, répétez, parce que je n'ai pas compris et nos auditeurs... Alors, nous avons déjà évoqué le sujet, mais comme il ne fait que s'aggraver, il serait nécessaire d'y revenir. Que pensez-vous de l'avalanche d'immigrés qui débarquent dans des conditions épouvantables sur les côtes européennes? Que feriez-vous si vous étiez au pouvoir? Je crois qu'on en a déjà parlé dans le précédent entretien. Et je vais me répéter. Et ça dépend de deux facteurs. La décolonisation gaulliste, qui explique l'immigration de l'Afrique du Nord, musulmane, et d'Afrique noire, musulmane aussi en partie, qui viennent chercher chez l'affreux colonisateur dénoncé à l'époque par toute cette gauche et libérale, et les lobbies qui sont derrière, les judéo-maçonniques bien entendu, et qui viennent chercher chez l'affreux ex-colonisateur le moyen de survivre. Et dans cela, évidemment, pour tous ces lobbies qui comptent sur cette immigration pour nous submerger. Je me répète, mais il faut toujours répéter les choses. Et puis, là encore, je me répète, il y a une deuxième immigration qui se surajoute, qui est celle qui découle de la déstabilisation du Moyen-Orient, du fait du drame qui se passe en Syrie, grâce, entre guillemets, à nos chers amis américains et Israël, qui cherchent à déstabiliser Bachar el-Assad par tous les moyens, après avoir renversé Saddam Hussein. Donc c'est le malheur de tous ces gens qui n'arrivent plus à vivre dans leur pays, qui cherchent le salut en venant chez nous. Alors, qu'est-ce que je ferais si j'étais au pouvoir? Bon, il est évident que le problème est d'abord politique. Alors, il y a un problème évidemment humanitaire. On ne peut pas laisser ces gens mourir en pleine mer. C'est pas possible. On est tout de même chrétiens, mais ça ne veut pas dire qu'on doit les accueillir. Ce qu'il faut, c'est leur donner les conditions de survie possibles chez eux. Alors ça demande deux choses. Ça demande une stabilisation
de leur propre pays. Et ça, c'est une question politique, militaro-politique. On doit remettre les pieds dans ces pays-là. Alors appelez ça comme vous voudrez, recolonisation ou pas, il faut remettre de l'ordre dans ces pays. Et je voudrais dénoncer le rôle délétère d'un certain Sarkozy et de son ami Bernard-Henri Lévy dans la déstabilisation de la Libye, qui a été du fait du meurtre de Kadhafi, qui a été à l'origine de toute la déstabilisation de l'Afrique Nord, c'est-à-dire dans les pourtours au sud de la Libye. Si bien que les armes fournies par Sarkozy aux rebelles contre Kadhafi se retrouvent maintenant entre les mains de Boko Haram et compagnie. Donc merci Sarkozy, merci Bernard-Henri Lévy. Ces gens-là, on devrait les mettre devant un peloton d'exécution pour haute trahison. Donc vous voyez, c'est une situation dramatique, mais ce n'est pas en pleurnichant qu'on va la régler. Le problème est politique. Alors, remettre de l'ordre dans les pays d'Afrique du Nord, ça me semble évident, par la force, il n'y a pas d'autre solution. Mélange de force et de conditions économiques qui permettraient aux populations de rester chez elles au lieu d'être déracinées chez nous. Et de même, au Moyen-Orient, supprimer cet État islamique Daesh, appelez ça Al-Nosra et compagnie, appelons ça comme on voudra, mais évidemment, cela passe par la suppression de l'influence américaine et sioniste. On n'en sort pas. C'est un problème politique et militaire. Et là encore, je dis en tant que nationaliste français, on compte sur Vladimir Poutine par ses appuis à la Syrie, à l'Irak, à l'Iran, entre autres, pour aider à supprimer cette influence américaine. Et c'est dans la mesure où les Américains se sentent en danger au point de vue influence décroissante dans le monde que l'on risque, hélas, peut-être la Troisième Guerre mondiale. On est dans un jeu très dangereux, jusqu'où l'un et l'autre pensent pouvoir aller pour affaiblir l'autre. Si l'un d'entre eux se trompe sur la ligne à ne pas dépasser, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais tels sont les enjeux, et je vous dis, pour régler le problème de cette immigration, de ces malheureux, c'est un problème militaro-politique qu'il faut mettre en jeu. C'est une véritable reconquête. Donc, l'Autriche organise entre le 24 juin et le 1er juillet 2015 un référendum pour la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Mais curieusement, alors que lorsque le Front National évoque la même chose et provoque de vives réactions médiatiques, personne ne parle de l'initiative autrichienne. Qu'en pensez-vous ? Bon, je pense que si effectivement il venait aux oreilles que d'autres pays songent à sortir de l'Europe, avec de très bons arguments d'ailleurs, ça montrerait, contrairement à ce que nos hommes politiques cherchent à faire croire aux Français, qu'il n'y a pas que le Front National qui prône cette politique. Donc, pour les Français qu'on essaye de terroriser en disant « mais vous êtes les seuls à vouloir sortir de l'Europe », il y a beaucoup d'autres pays qui y songent très sérieusement. Pas simplement les Autrichiens. Les Anglais, je ne sais pas ce que ça va donner. Les Anglais, alors avec eux, c'est très simple. Ou bien on leur permet de prendre ce qui les intéresse de l'Europe, et ils restent dans l'Europe, ou bien on ne leur donne pas et ils quittent. Et donc les motivations sont différentes, mais de toute façon, l'Europe, c'est un monstre, on n'en sortira jamais. Enfin, on ne sortira jamais de la situation si on n'en sort pas. C'est ça que je veux dire. Petite nuance. Dernièrement, on a eu le droit à de nouvelles émeutes raciales à Baltimore, aux États-Unis. Ce phénomène est de plus en plus fréquent dans le pays. Quelles en sont les causes et cela pourrait-il arriver chez nous ? À mon avis, c'est le résultat de toute société multiraciale et multiconfessionnelle. Alors, on nous a parlé tout dernièrement, qu'est-ce qu'on nous a pas
je ne dirais pas fait pleurer, mais essayé de nous faire pleurer sur l'esclavagisme. Mais tous ceux qui ont essayé de nous indigner contre l'esclavagisme se sont bien gardés de rappeler quels étaient les esclavagistes de l'époque, notamment les marchands juifs et protestants. Alors, on culpabilise la France, mais on ne s'attaque pas aux véritables responsables. Eh bien, l'Amérique d'aujourd'hui, comme bien d'autres pays d'ailleurs, sont le résultat de cette politique économique de l'époque à courte vue. On peut faire d'ailleurs le parallèle avec le patronat français poussant à la venue d'émigrer en France pour avoir une main-d'œuvre bon marché, au lieu de moderniser l'industrie française productive. Donc vous voyez, c'est vraiment le résultat, les contradictions de ces sociétés multiraciales. Ça crée des tensions. Alors, toujours la même chose, on nous indigne contre les policiers blancs. Qu'y a-t-il de vrai dans tout ça, sur la façon dont ils ont réagi? Mais on sait tout de même que parmi la police américaine, y compris, je crois, dans les dernières affaires, l'équipe dans laquelle se trouvait celui qui aurait maltraité un des Noirs, il y avait des Noirs aussi de la police. Oui, oui. Hein? Alors, je voudrais bien qu'on m'explique. Oui, oui, oui. Hein? En fait, on nous attendrit sur des criminels, quand même. Ouais. Alors, c'est toujours la même chose. Alors, ne nous laissons pas faire avec cette politique de larmoiement. Il faut remonter froidement à la réalité des faits. Toujours la même chose. Lundi 27 avril, un quotidien allemand révélait que les services de renseignement allemands ont aidé la NSA à faire de l'espionnage politique, notamment par l'écoute de hauts fonctionnaires du ministère français des Affaires étrangères, du Palais de l'Élysée et de la Commission européenne. Que pensez-vous de ces soupçons d'espionnage? J'avoue que ça me fait un petit peu rire quand j'ai vu la nouvelle, parce qu'à mon avis, ils n'ont pas besoin des Allemands et des écoutes allemandes pour que les Américains soient informés. Les hommes politiques français au pouvoir sont largement suffisants pour informer les Américains. Donc, des membres d'une ONG américaine ont été expulsés par les autorités de la République populaire de Donetsk pour espionnage au profit des États-Unis. Qu'est-ce que cela révèle-t-il? Ça révèle que justement toutes ces ONG sont des subterfuges, des organisations d'espionnage au service des Américains contre la Russie. C'est évident. Et les ONG, notamment, je rappelle pour la énième fois le rôle d'un George Soros. Toujours en Ukraine, pouvez-vous évoquer la série d'assassinats politiques qui touche le pays depuis la révolution de Maïdan? C'est une véritable épuration qui est en cours. C'est-à-dire qu'ils éliminent les anciens partisans des présidents Yanukovych, qui étaient proches de Moscou. C'est une épuration. Ils vivent ce qu'on a vécu en France à la Libération, épuration. On liquide les opposants parce que bon, il ne faudrait pas qu'ils puissent revenir. En tout cas, on juge, c'est toujours la même chose, on juge une politique à ses fruits. Quel est le fruit de la révolution de Maïdan? Le chaos. Le chaos est la misère du peuple. Et quand le peuple se révolte, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de supprimer les leaders qui pourraient le mener. Et c'est exactement ce qui s'est passé au moment de la libération-épuration. On a liquidé tous les cadres nationalistes qui auraient pu réagir encore. On fait table nette, ce que les gens de droite en général sont absolument incapables de faire. Ce que Vichy n'a pas su faire. Et ça, je réinsiste toujours là-dessus. Vichy aurait parfaitement pu s'imposer. D'ailleurs, Mitterrand lui-même les avait mis en garde. Mais c'était des naïfs, c'était des bien-pensants qui n'ont pas su répondre au coup par coup. Le 16 avril 2015, Vladimir Poutine a tenu pour la 13e fois une séance annuelle de questions-réponses avec la population russe pendant près de 4 heures. Que doit-on retenir de cet entretien? C'est très intéressant l'exemple de Poutine, justement, parce que c'est ce qui manque justement à l'Occident, c'est un chef. Un chef qui sait à la fois utiliser l'autorité quand il le faut, et qui en même temps prend à témoin son peuple et lui explique ce qu'il fait. Très intéressant comme démarche, qui est une démarche de bon sens, c'est normal. On serait au pouvoir, c'est comme ça qu'on ferait. Il faut à la fois donner la direction
et expliquer pourquoi on prend cette direction. Ce n'est pas par hasard s'il caracole en tête de tous les chefs d'État du monde entier, avec plus de 85% d'opinion favorable en Russie. Les peuples, en général, ne sont pas tordus, sauf s'ils sont manipulés et trompés, c'est évident. Mais quand on fait une bonne politique, en général, ils s'en rendent compte et ils en sont reconnaissants. Pouvez-vous revenir sur l'accord récent signé par les pays des BRICS qui prévoit la création d'un fonds commun de réserve pour ces pays de 100 milliards de dollars? Bon, je dirais même que c'est quelque peu dépassé maintenant, puisque non seulement il y a l'accord avec les BRICS qui avait été signé par Poutine, à l'initiative de Poutine d'ailleurs, à Recife au Brésil. Je rappellerai d'ailleurs que c'est à son retour de Recife, de retour en Russie, que l'avion de la Malaysian Airlines a été abattu à quelques minutes du passage de son avion. Pour se souvenir de ça. Donc, je dirais que c'est un petit peu dépassé. Non, ce n'est pas dépassé en fait. C'est un élément de toute la stratégie mise en place par Poutine de dédollarisation. C'est-à-dire qu'il établit des accords économiques avec différents partenaires, dont les BRICS. Les BRICS, ça veut dire quoi? Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et puis est venue se rajouter tout dernièrement la banque asiatique d'équipement, je ne sais plus quel terme exact, où curieusement d'ailleurs, la plupart des pays européens, y compris l'Angleterre et la France, se sont ralliés. Parce que tous ces gens-là, ils vont aux bonnes affaires. Il est évident que... Et or, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il y a à terme l'éviction du système financier américain. Et c'est ça qui leur fait terriblement peur. Donc oui, et c'est pour ça que j'apprécie la patience de Poutine. Je parlais tout à l'heure je crois que c'était tout à l'heure, je ne sais plus avec qui j'en parlais, en tout cas c'était tout dernièrement. Pourquoi est-ce que Poutine avait accepté les accords de Minsk? Il n'a pas voulu aller pousser plus loin, il aurait pu. Militairement, il pouvait. D'ailleurs, plusieurs observateurs disent que s'il voulait, en les 24 heures, il serait à la capitale de l'Ukraine et toute l'Ukraine serait entre ses mains. Mais il ne veut pas, parce que ce serait un prétexte pour les Américains et l'OTAN pour répondre militairement. Donc, confrontement et peut-être début de Troisième Guerre mondiale. Non, il laisse pourrir les choses, il contourne, il établit des accords, et il affaiblit financièrement tout le système économique américano-sioniste, la grande banque juive, tout simplement de Wall Street et de la Cité. Alors que les massacres commis par l'État islamique ne cessent de croître, les États-Unis avancent l'argument que tant que Bachar al-Assad sera au pouvoir, ils ne pourront pas régler le problème du Daesh. Et c'est toujours la même hypocrisie anglo-saxonne, c'est que le problème, c'est pas Bachar el-Assad, ce sont les États-Unis qui ont créé ces milices islamistes pour renverser Bachar el-Assad. Donc on ne peut pas les renvoyer dos à dos, il faut supprimer ces milices islamistes aux ordres des Américains. Et je rappellerai pour la énième fois, c'est que le chef de l'État islamique Daesh est un certain, comme il s'appelle déjà, comment il s'appelle? Enfin, c'est un agent israélien. C'est dans la politique, j'en ai parlé encore. Vous avez parlé dernièrement. Ouais, dans votre dernière conférence oui. Également. Alors, vous avez été le premier, sinon le seul, à mettre en garde contre les thèses anti-Poutine de Pierre Hillard, qui le traite de mondialiste, et vous apportez régulièrement des preuves de l'ineptie de cette thèse, au vu des événements. Vous avez cité dans votre lettre d'information La Politique, à l'appui de votre démonstration, une déclaration d'un diplomate américain. Pourriez-vous en faire état à nos auditeurs? Oui, heureusement, j'ai toujours quelques petites notes. Effectivement, ça, j'avoue que ça m'a bien fait rire quand j'ai vu cette déclaration. Alors, c'est effectivement
un diplomate américain qui s'appelle Christopher Hill, qui est un ancien ambassadeur des États-Unis en Irak et en Corée du Sud, qui, dans un article pour la revue Project Syndicate, avait déclaré, c'était en réaction à la position de la Russie en Ukraine, que cela signifiait que Moscou a trahi le nouvel ordre mondial. A trahi le nouvel ordre mondial, dont elle fit partie intégrante depuis 25 ans. Ça veut dire quoi, ça? Depuis 25 ans. Ça veut dire que la Russie, encore soviétique, faisait déjà partie du nouvel ordre mondial, jusqu'à Eltsine. Et que, arrivé Poutine, crac-boum, il trahit le nouvel ordre mondial. Hein? Alors, je renvoie ça dans les gencives de M. Pierre Hillard. Je signalerai une fois de plus la naïveté de certains milieux catholiques, dont Civitas, dont il est un des chouchous invités à pérorer, etc., à soutenir ses thèses. J'en arrive à me dire que le monde catholique, on ne peut rien faire avec. Ils ne comprennent pas. À chaque fois, ils se trompent d'alliés, ils se trompent de ligne. Je sais pas. Il y a un mélange de naïveté, de malformation ou de mésinformation plutôt, d'angélisme qui est en fait, c'est un mot de Chesterton d'ailleurs qui disait que c'était une perversion des idéaux du christianisme. Parce qu'à force d'être charitable et charitable et charitable et charitable, on en arrive à ne plus être charitable pour nos propres intérêts et notre propre religion. Hein? Alors il faut tout de même arrêter. Je redirai une fois de plus que si ce christianisme-là avait été celui de nos rois de France, il n'y aurait jamais eu de France, et la France n'aurait jamais été désignée comme fille aînée de l'Église. Pourquoi ? Parce qu'elle a passé son temps à défendre la chrétienté. Hein? À commencer par Clovis, en liquidant l'hérésie de l'arianisme. Alors, les bons sentiments, c'est bien gentil, mais vous pensez aussi aux intérêts fondamentaux de la nation et de la chrétienté. Et ce n'est pas avec des pleurnicheries naïves, etc., qu'on règle les problèmes. On règle les problèmes en s'attaquant aux racines des problèmes. Pour finir, que pensez-vous des événements en Macédoine et au Pérou? Eh bien, ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, ce que j'évoquais tout à l'heure, action-réaction. Dans la mesure où les Américains se rendent compte que Poutine les contourne à la fois économiquement et à la fois militairement, puisque Poutine installe ses bases un peu partout. Il les a installées dernièrement en Bolivie, au Venezuela, à mon avis, ça ne va pas tarder. En Grèce, ça va très probablement se faire, donnant-donnant. Tsipras, on parlait tout à l'heure de Tsipras, mais Tsipras, c'est pas fou. Il a monnaie et tout ça. Et petit à petit, la Russie renvoie la monnaie de la balle aux Américains, qui ont des bases, eux, un peu partout. Donc ils s'installent là, ils s'installent là, ils s'installent là, ils s'installent là. Et les Américains, pourquoi vont-ils au Pérou? Ben justement, c'est pour faire échec à la prise de contrôle du Venezuela par la Russie. Ou tout au moins, pas prise de contrôle, mais l'appui militaro-économique du Venezuela par la Russie. Et puis il y a l'autre nouvelle qui est intéressante à soulever, effectivement, c'est ce qui se passe tout dernièrement en Macédoine, où l'on apprend que des groupes terroristes venant du Kosovo, c'est-à-dire albanophones et islamiques, cherchent à déstabiliser la région. Pourquoi? Parce que c'est sur le trajet de l'oléoduc prévu pour contourner l'Ukraine, pour approvisionner et la Turquie et l'Europe. Donc vous voyez, action, réaction, action, réaction, c'est le petit jeu mortifère entre les États-Unis, l'Amérique sioniste et la Russie.
C'est très intéressant. Je dis, quand je parle de jeu d'échecs, c'est un jeu d'échecs. Bien, merci Monsieur Blancard-Dassac. Voilà, mais au mois prochain, À la prochaine fois là. avant les vacances, Voilà. bien méritées. Merci. Merci à vous, Vincent. Au revoir. Au revoir.